actuellement avec Wilfried Lupano ou Lupano alors Lupano, c'est très Lupano, bien. d'accord. Bonjour. D'accord, ça marche. Bonjour, on est ravis de t'avoir. Alors, je suis avec Jean-Claude. Jean-Claude est grave fan de ce que tu fais. Ça fait plus de 20 ans. C'est un homme de goût. Ça fait plus de 20 ans que tu fais de la BD. Donc, c'est déjà une grosse production. On a ramené quelques exemples. Un océan d'amour, on va en reparler. Ici, une BD très engagée autour du thème de l'écologie, hein, les vieux fourneaux. Vous vous souvenez, j'allais dire ça avec anarchie un peu, voilà. Ouais. Et puis là, c'est une BD qui se passe aux États-Unis. Blanc autour. On va aussi en parler un peu plus en détail. C'est 3 BD très différentes, 3 univers très différents. Comment tu fais ce grand écart? Et je vais te laisser la parole. Je le fais de manière assez simple, je le fais en changeant de dessinateur, parce qu'un scénariste de bande dessinée, ça a ce super pouvoir que ça peut devenir quelqu'un d'autre en changeant de collaborateur, en changeant à chaque fois de dessinateur ou de dessinatrice. Je change de style graphique, je change d'univers, et donc je peux passer de l'épouvante à la littérature jeunesse, à la littérature comique. Je peux faire du cartoon, je peux faire... En fait... c'est vraiment pour moi le super pouvoir du scénariste de BD, quoi. Alors vraiment parce qu'il m'a interpellé. Donc en fait c'est un scénariste qui a un double super pouvoir, hein, parce que dans Un océan d'amour, c'est un livre qui n'a pas de bulle. De dialogue. De dialogue, d'accord. Donc en fait c'est une bande dessinée muette. Exactement. Donc en fait on est capable de faire des scénarios sans dialogue. Et oui, c'est comme faisait Charlie Chaplin. Exactement. Quand il écrivait ses films. Exactement. Et il commençait quand même par écrire son film, même si son film était muet. Exactement. Un film une bande dessinée, c'est la même chose. C'est d'abord une structure, des personnages, des enjeux, des trajectoires, des rebondissements. Et tout ça, ça s'écrit. Qu'on décide de dialoguer ou pas, ça change finalement pas grand-chose au travail de base qu'est le nôtre. Beaucoup de gens pensent que le scénariste il remplit les bulles. Exactement. Mais on fait pas ça. Ah oui, ben là on apprend un truc quand même. On réalise, on conscientise un truc. Absolument. Wilfried Lupano, d'ailleurs, toute ton œuvre, on peut parler comme ça, sans prétention. On ne trouve pas de fil conducteur, mais on trouve ton caractère. Moi, si demain matin tu m'amènes une de tes BD, mais sans marquer ton nom, je ne saurais pas si c'est toi qui l'as fait. Donc tu as cette capacité, je pense, par rapport à d'autres scénaristes que je connais, de changer carrément de cap. On le voit avec Océan d'amour, on le voit avec Au blanc autour. Tu oses des choses, parfois peut-être critiquer derrière, non? Critiquer, surtout à mes débuts. En fait, mes éditeurs me déconseillaient de faire ça. Parce qu'ils me disaient, c'est déjà difficile de t'identifier auprès d'un lectorat. Et une fois que tu t'es identifié auprès d'un lectorat dans un genre, c'est quand même dommage de te barrer de ce genre-là pour faire complètement autre chose et perdre le bénéfice de ta visibilité. L'une de mes premières séries qui a marché, c'était Halim le Tanner, c'était de l'heroic fantasy, entre guillemets, enfin, c'était un monde imaginaire. Et juste derrière, j'ai fait quelque chose qui n'avait rien à voir, qui était assez dark, qui s'appelle L'assassin qu'elle mérite. Et en fait, les éditeurs m'ont dit pourquoi tu fais ça? Enfin, tu viens de mettre une pierre énorme dans l'heroic fantasy et tout ça, on t'attend là-dessus. Et précisément, moi, j'aimais bien le fait de me remettre en danger systématiquement sur quelque chose que je n'ai pas déjà fait pour... réapprendre complètement les codes de ce nouveau genre. Donc je ne cesse de me mettre des challenges à moi-même sur chaque nouveau projet pour justement pas dérouler du câble, quoi, pour pas faire la série de trop ou le truc vous avez aimé ça, vous aimerez ça, parce que c'est pareil. Et ça me déprimerait, quoi, je pense. Mais justement, c'est comment tu fais tes choix du coup? Je développe pas mal de scénarios en même temps. J'ai toujours une dizaine de projets en développement dans mon ordinateur. Et il y en a qui voient le jour. Blanc autour, typiquement, j'ai mis pratiquement 10 ans entre le moment où je l'ai scénarisé, targeté au début en me disant tiens, ce truc-là, faut que je le raconte. Et le problème, c'est que je ne trouvais pas l'angle pour le raconter.
Et donc je l'ai sans arrêt remis à plus tard. Et puis un jour, j'ai trouvé l'angle. J'ai trouvé l'angle parce qu'entre-temps, j'ai lu des livres, j'ai écouté des gens qui m'ont ouvert l'esprit sur certains trucs. Blanc autour, on peut partir de cet exemple-là justement pour dire comment ça évolue. Blanc autour, c'est quoi d'ailleurs l'histoire? Donc Blanc autour, c'est l'histoire d'une petite école. On est en 1831, donc 34 ans avant l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, dans le nord des États-Unis, dans le Connecticut. L'esclavage est déjà aboli dans le nord. Pour autant, les Noirs n'ont pas de droit, de statut légal. Ce ne sont plus des objets, mais ce ne sont pas des citoyens. Ceci dit, les femmes non plus. Les femmes à cette époque-là ne sont pas non plus des citoyennes. Elles ont le statut de mineures à vie. C'est-à-dire qu'elles dépendent soit de leur mari, soit de leur père, mais elles ne sont pas des citoyens à part entière et elles peuvent évidemment pas voter, pas avoir un compte en banque, etc. etc. On est au début du 19e. Malgré tout, il y a une petite école pour jeunes filles qui existe dans une petite ville qui s'appelle Canterbury. Et cette petite école, tout le monde la regarde avec un air un peu condescendant en disant oui, c'est charmant d'éduquer les jeunes filles, pourquoi pas. Sauf qu'un jour, la maîtresse accepte une jeune fille noire dans sa classe. Et là, toute la communauté autour va dire ah non, alors ça va pas être possible. Donc tu vas la virer. Et si tu ne la vires pas, nous, on va retirer toutes nos jeunes filles de ton école et tu vas te retrouver le bec dans l'eau et tu vas fermer. Et elle, en fait, qui n'était pas une militante de la cause noire, pas du tout, et ben, cette injonction, ça l'a radicalisée, en quelque sorte. Donc, elle a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh bien, vous savez quoi ? C'est pas vous qui allez reprendre vos jeunes filles, c'est moi qui les vire. Et désormais, cette école sera une école pour les jeunes filles noires. Histoire vraie ? Histoire vraie. Histoire vraie. Et donc, c'est la première école aux États-Unis qui a accueilli pendant 1 an et demi, il y a eu toujours entre 12 et une vingtaine de jeunes filles qui avaient entre 9 et 17 ans et qui sont venues en conscience, envoyées par leurs parents évidemment, recevoir une éducation dans cette école en sachant que toute la population autour voulait les crever. Je ne sais pas si vous imaginez le niveau de courage et de détermination qu'il faut pour faire ça. Quand j'ai appris l'histoire de cette école, donc l'institutrice s'appelait Prudence Crandall, je trouvais pas mon angle pour raconter cette histoire. Et je suis tombé sur des textes sur elle, sur Prudence Crandall, cette institutrice, etc. Et entre-temps, donc les années passant, je trouvais pas mon angle, et tout à coup j'ai entendu parler de la notion de white saving. Le white saving aux États-Unis, c'est ce principe narratif qui consiste à raconter systématiquement les grands moments de lutte des droits des minorités, mais par le biais d'un personnage blanc qui est le héros de l'histoire. Ah, je vois ce que tu... Ok. C'est ça le white saving, c'est-à-dire que le héros est systématiquement blanc, il a lutté aux côtés des Noirs, ou il a lutté aux côtés des Indiens, et en fait, et ça permet au public américain d'abord se sentir moins comme une merde, de s'identifier au personnage, de se dire que finalement on est quand même chouette à la fin. Alors un bon exemple de ça, c'est par exemple Danse avec les loups, exact. Ou le film Kevin Costner, ou le film Amistad de Spielberg, qui sont des vrais films de white saving, c'est-à-dire dans Amistad, c'est épouvantable. La première scène, c'est des Noirs qui se rebellent sur un bateau, mais c'est une boucherie, c'est un bain de sang, ils tuent tout le monde. Ensuite, ils sont mis en tôle, parce qu'ils sont récupérés, ils sont mis en tôle. Ensuite, pendant 1h30, c'est des Blancs entre eux qui discutent de est-ce que c'est des Noirs libres ou c'est pas des Noirs libres, etc., etc. Et pendant ce temps-là, de temps en temps, on vous remontre un plan sur ces Noirs qui découvrent, parce qu'on leur a donné la Bible, et donc ils sont en prison, ils découvrent la Bible et Dieu, et donc ils se mettent à prier, etc. Voilà, c'est ça le white saving. C'est vraiment... Et donc, tu utilises le white saving en conscience ? Et donc moi, je me dis, en fait, c'est ça, je dois déplacer mon regard. Et j'ai décidé de ne pas faire un livre sur Prudence Crandall, et j'ai décidé de faire un livre sur ce groupe de jeunes filles, et c'est pour ça qu'on les voit sur la couverture. D'accord. En fait, mon personnage principal, c'est le groupe de jeunes filles noires qui ont eu le courage de venir dans cette école. Le personnage de Prudence Crandall, dans le livre, il est présent, mais il est là
on le voit de temps en temps, elle est là, mais elle n'est pas centrale. Sans lui enlever son mérite, parce que son mérite, il est là, il est présent, enfin, il est manifeste. Mais j'ai décidé de ne pas voler la vedette, entre guillemets, aux personnes qui couraient vraiment un risque de mort. Parce que la réalité de cette époque-là, c'est que Prudence Crandall est une femme et que malgré tout, à cette époque-là, on ne tue pas les femmes. Aux États-Unis, pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est qu'elles sont considérées comme des enfants à vie. C'est-à-dire qu'on ne pend pas les femmes, on ne les exécute pas, etc. Donc Prudence Crandall... Par contre, les Noirs, inutile Open de bar. vous le rappeler, Okay. on était en open bar. Donc en fait, ces jeunes filles... Prudence Crandall, elle a eu un procès, on a essayé de faire fermer son école, etc. Mais sa vie n'était pas en danger. Les jeunes filles qui ont fréquenté son école, c'est quelque chose d'autre. Voilà. C'est pour ça que moi j'ai décidé, enfin nous, avec Stéphane Fert, le dessinateur, on a décidé de déplacer ce regard. Voilà. Et du coup, ça m'a donné mon angle narratif. Mon angle narratif, il m'a été donné par la conscientisation du white saving dans lequel je ne voulais pas tomber. Voilà. C'est très intéressant, c'est très intéressant. Oui. Une grosse étude effectivement sur Blanc de Tours. Moi, c'est le choix. Alors, je vais revenir peut-être sur la technique. C'est le choix du dessinateur. C'est toi qui choisis tes dessinateurs. Souvent, parfois, c'est imposé par l'éditeur. Souvent, dans certains cas. Toi, vraiment, tu choisis un choix. Comment, par exemple, si on prend Blanc de Tours, tu as pris Stéphane Fert? Alors j'ai eu aucun doute que c'était pour Stéphane cette histoire, parce que l'histoire en elle-même, je la trouvais extrêmement dure. Il s'est passé des choses extrêmement glauques. Les gens ont vraiment essayé de détruire cette école. Et j'ai décidé de tirer l'histoire pratiquement du côté de la fable et du conte un peu onirique. Et le dessin de Stéphane apporte, à mon sens, une poésie et une distance. La même histoire avec un dessinateur réaliste, je pense que c'était assez horrible à lire. Et j'ai voulu aussi, j'ai une petite obsession d'être accessible au plus grand nombre. Et donc je voulais aussi que des enfants, dès l'âge de 11-12 ans, puissent lire Blanc autour, ce qui impliquait aussi un graphisme assez moderne et pas forcément réaliste, parce que les jeunes n'ont pas forcément un goût très prononcé pour la BD réaliste. Et aussi dans ma technique narrative, à partir du moment où tu veux t'adresser à certains enfants, tu dois t'interdire un certain nombre de trucs, tu dois pas être trop violent, trop sexuel, etc. Et donc là, je me suis retenu à l'écriture, tu vois, pour que le message passe, mais sans outrance, quoi. D'accord. Et quand tu écris donc ton scénario, tu l'écris avant d'avoir contacté le dessinateur, ou ça se produit en même temps? Alors ça dépend des cas. Un océan d'amour, je l'ai écrit entièrement tout seul, sans savoir qui le dessinerait. Oui. J'ai mis 3 ans à trouver le dessinateur. Ouais. Blanc autour, par contre, donc comme j'ai dit, j'ai eu l'idée longtemps avant, mais quand j'ai eu mon déclic, j'en ai parlé à Stéphane Fert, et je lui ai dit, j'ai cette histoire, je veux la raconter comme ça, je pense à toi pour la dessiner, et il m'a dit, c'est carrément le genre de truc que j'aimerais dessiner. Donc au moment où j'ai écrit cette histoire, j'avais en tête son graphisme, ce qui change un peu ma façon d'écrire. Comme un réalisateur de film, voilà. pratiquement, qui pense à l'acteur. Qui pense à ses acteurs, exactement. Parce que Stéphane a des défauts et des qualités en termes de dessin et de graphisme, et ça change évidemment ma façon d'écrire, de savoir que c'est lui qui va s'en emparer. D'accord. Ok, d'accord, c'est intéressant. Donc Wilfried Lupano, c'est donc un dessinateur qui est là où on ne l'attend pas, qui change... Non, c'est un scénariste, t'as rien suivi. Un scénariste, qu'est-ce qu'il a dit? Pardon, excuse-moi, un scénariste qui est là où on ne l'attend pas, donc Un océan d'amour. Alors c'est une histoire d'amour, tout est dans le titre en fait. Merci. Un océan d'amour, tout est dans le titre. Il y a de l'océan, il y a de l'amour et il y a de la sardine. Exactement. C'est très captivant, c'est très drôle. C'est à lire d'une traite. Les vieux fourneaux, c'est une histoire qui se passe à la campagne en grande partie.
Papa gâteau, rugby, on mélange Oui. chasse au trésor. Ça, c'est au premier degré. Hein. Il y a papa gâteux, Ouais. papy gâteux, voilà. Ouais. Et, Faut lire c'est entre très les drôle. lignes. Hein. Voilà, Ouais. c'est très très drôle. Ouais. Et puis voilà, donc en fait, ouais, c'est un numéro, c'est des scénarios hétéroclites. C'est les scénarios qui passent en film. Hein. Les vieux fourneaux, il y a eu quand même 2 films des vieux tourneaux qui ont eu un. Il est question que ça succès. devienne un film d'animation aussi. Ça me paraît tellement évident. Comme je disais, Marin Tcha, j'ai du mal à le dire à chaque fois. Tu aurais dû changer ce titre parce que chaque fois je vais me planter. C'est génial, c'est génial. C'est vraiment on se sent imbriqué dans sa BD. Comme, voilà. Non, mais ouais, complètement. Moi, c'est le dernier que j'ai lu et j'ai dit, mais il n'y a pas de dialogue. Mais en fait, on comprend tout très, très, très bien, Voilà. dans les moindres détails. Et en fait, c'est vrai, on se projette, on met nos idées, on est avec les 2 personnages principaux qui se perdent et qui se retrouvent. Et il y a un comique de situation, il y a un comique de geste. C'est vrai que la référence à Charlie Chaplin est excellente, je trouve. Et j'aime bien la forme aussi de la BD, surtout le contenu. Ouais. Je vais pas le lire, j'ai pas les lunettes, mais si on va lire un petit peu, non. Ah non, c'est les lunettes de soleil, ça va, risque pas. Mais on a l'impression donc de lire une boîte de conserve. Hein. Oui, parce qu'à l'arrière, il n'y a pas de résumé de l'histoire, il y a la liste des ingrédients. Exactement. On peut le montrer. Voilà. Hop là, on peut zoomer dessus. Il Voilà. y a des taches d'huile, hein, d'ailleurs. Donc en tout cas, on était ravis de t'avoir. Deuxième fois, tu m'avais dit deuxième fois hors antenne à la Absolument, Martinique. absolument. Et j'espère que tu vas profiter du festival à fond. Est-ce que tu as envie de faire quelque chose de particulier ou tu as déjà vu quelque chose qui t'intéressait ou une BD peut-être, là on t'attend pas, à la Martinique peut-être? Ma prochaine bande dessinée se passe en grande partie sur l'île de Montserrat, qui n'est pas très loin d'ici. Exactement, Ouais, exactement. absolument. Bah écoutez, on a hâte de la lire. Ouais. À bientôt. Merci Wilfried. Merci.